Merci de cette invitation qui se répète de temps en temps. J'ai plaisir à venir ici. Je me dis toujours, c'est une chance de passer parmi les derniers, mais peut-être pas toujours. Alors, j'ai retenu la cognition froide, les émotions chaudes, l'orthèse, la prothèse, toutes sortes de choses comme ça et les explications d'Émilie. Je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Alors, il y a un grand spécialiste au Québec qui s'appelle Joshua Bengio, qui est un Français d'origine d'ailleurs, et on le cite partout. Et en 2019, il a dit, moi, avant que je donne la reconnaissance faciale à Apple pour utiliser mon iPhone, il va avoir neigé longtemps. Parce que déjà, en 2019, il pourrait lire mes émotions, savoir dans quel état je suis. Et donc, je serai toujours avec mon petit code, moi aussi. Donc, disons la question sur est-ce que l'IA lit les émotions? Oui. Est-ce qu'elle est assez raffinée? Pas tellement encore. Mais moi, un des domaines qui me préoccupe maintenant, je suis un psychologue de formation, un vieux monsieur quand même, puis je m'intéresse aux jumeaux numériques qu'on utilise dans la santé mentale. Alors, vous pouvez créer votre jumeau numérique, lui donner vos problèmes pathologiques, lui donner des médicaments et tout, et faire intervenir un thérapeute. Puis, si vous acceptez être devant un écran, bien, il lit vos émotions, là. Il y a des jumeaux numériques qui sont extrêmement habiles. Alors, donc, je dirais, dans ce que j'ai entendu ce matin, je me disais, c'est un peu naïf l'histoire de la prothèse finalement, mais bon, je regarde Bertrand et même que personnellement, je trouve que la prothèse, c'est pas assez, c'est plus que ça. Donc, je vais essayer dans la présentation ça va être un peu jovialiste, quoi, et de dire, l'IA, si je répondais à la question en une minute, je dirais, ça transforme complètement le rapport de l'enseignant à l'apprenant ou à l'apprenante. La personne étudiante pourrait être autonome durant très longtemps. D'ailleurs, moi, je suis moins audacieux qu'Émilie. J'ai fait déjà un petit test avec Claude et avec Gemini ou Gemini. J'ai dit que je venais suivre un cours ici à Simu Santé, puis voilà ce qu'il m'a proposé. Et puis, si vous êtes, disons, moi maintenant, bon, je suis pas dans l'enseignement. Je pense que ça m'aide énormément parce que si j'avais des étudiants, je serais inquiet. Mais même la présentation que je vous fais ici, j'ai demandé à 3 IA de me proposer quelque chose. J'ai même dit à Claude, voici ce que ChatGPT m'a proposé. Est-ce que toi, tu trouves que c'est complet? Il répond à ça. Et si vous voulez, c'est possible maintenant. Vous pourriez faire vos plans de cours, vos évaluations, vos grilles critériées. Vous pourriez même donner des travaux d'étudiants et d'étudiantes. Il va les corriger. Il va donner du feedback. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et dans le train entre Paris-Nord, la gare de Paris-Nord, je me perds toujours, et Amiens, hier, je lisais une entrevue avec un des deux, j'oublie son nom, des 2 prix Nobel de physique, c'est un Canadien d'ailleurs, qui était à la base de l'intelligence artificielle. Et lui disait, si vous vous posez la question, est-ce que ce sera plus créatif que l'humain, vous êtes déjà un peu en retard. Posez-vous surtout la question, et là-dessus, l'Europe est vraiment beaucoup mieux que ces pays nord-américains, l'usage qu'on en fera et surtout les usages malveillants qu'on pourrait en faire. Et lui, il donnait des démonstrations en disant, bon, maintenant, la création, c'est un peu béaba, mais on y arrive. Et si vous étiez artiste peintre ou quelqu'un dans le domaine de la musique ou dans le domaine des films, ça vous préoccuperait énormément. Donc, moi, je trouve que dans le domaine de l'enseignement, bon, on a un regard un peu naïf là-dessus. Et comme si on n'était pas assez préoccupé par tous les usages éventuels qu'on pourrait faire. Ceci étant dit, je vais reprendre un élément que vous avez mentionné dans un
Ben, ça va dans le même sens que vous. Il y a un prof à l'Université de Montréal qui s'appelle Normand Roy, qui est très, très engagé dans tout ce qui est numérique, IA et tout. Et lui dit, ben, cessez de vous poser la question, est-ce qu'il dit vrai ou faux? Posez-vous la question, sur quelle base de données il porte son jugement? Et dans le fond, la question, le prompt, ou la requête que vous avez donnée tout à l'heure, ben, ChatGPT lui donne la réponse la plus probable, étant donné sa base de savoir, sa base d'information. Et donc, si vous voulez que la question de la dame, là, avec les médecins et tout, ben, c'est une très bonne question. C'est une IA spécialisée et qui pourrait vous donner des réponses extrêmement précises. Personnellement, je suis en train de développer une IA au Québec maintenant en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Puis, ben, je trouve ça assez fascinant parce que la question, c'est, au Québec actuellement, il y a 9800 enseignants primaires, secondaires qui sont non légalement qualifiés. Il y a un manque de personnel incroyable. Et donc, la question du ministère, c'est est-ce qu'on pourrait faire une IA qui va évaluer la formation professionnelle des gens qui sont maintenant non légalement qualifiés dans l'enseignement et dire quel est le... Puis on est assez avancé là-dessus, mais je suis assez impressionné et ça va dans le sens de votre question. Parce que je vais vraiment répondre à la question. Je dirais, mais c'est sommaire. Hein. Si on me disait, qu'est-ce que ça change pour les personnes étudiantes? La personnalisation de l'apprentissage, vraiment, vous pouvez demander à une IA de suivre votre parcours, de vous donner de la rétroaction. Vous avez des difficultés pour apprendre tel ou tel domaine de savoir ou disciplinaire. Vous lui demandez de vous suggérer, vous allez voir dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure, moi j'ai demandé de me suggérer des cas pour que je puisse bien comprendre qu'est-ce que c'est l'obstruction des voies aériennes. Je connais rien dans ça. Et donc, l'évaluation du parcours. Vous pouvez lui demander aussi, maintenant, ils font des simulations cliniques et avec l'utilisation de la réalité virtuelle et le fait qu'on puisse, ça marche toujours ça, et le fait qu'on puisse facilement transférer le texte en images et donc c'est assez incroyable. Et puis, on peut demander l'évaluation des compétences et on pourrait aller très loin. J'aurais eu le temps d'aller un petit peu plus loin tout à l'heure. Et si je disais maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour les personnes enseignantes ou les personnes qui sont formatrices? Ben, vous pouvez demander des planifications complètes, micro-enseignement, macro-enseignement, méso, si vous voulez, de séances d'enseignement. Si vous allez, moi j'utilise beaucoup Claude parce que Claude donne ses références. Vous pouvez, si vous avez besoin de références davantage, vous pouvez aller sur Elicite ou Perplexité. Ils vont vous suggérer plein de références. Ils vont même vous faire des résumés des références. Puis ils vont vous dire les points importants dans ça. On a beaucoup de problèmes avec les situations d'évaluation. Vous voulez faire, je sais pas, des QCM, vous voulez faire des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation. Vous pouvez demander, et vous pouvez demander également de développer les grilles critériées. Et j'aimais bien la prudence que vous aviez. Ben, je l'ai pas maintenant, mais j'aimais bien celle que vous aviez, dans le sens que il faut toujours avoir le sens critique et dire, ben, est-ce que c'est exact ou pas? Ou est-ce que ça couvre l'ensemble des champs? Moi, dans la préparation de cette conférence, j'ai demandé à 3. Mais franchement, il y a 80% des choses que je voulais dire qui étaient là. Je me disais, voilà. Mais il y a quand même 20% des choses, je me suis dit, bon, voilà une très bonne idée. Et que je pourrais exploiter, ou voilà une idée un peu psychotique, quoi. Je vais laisser tomber ça, parce que sinon, on ne m'invitera plus jamais. Si vous avez des centaines et des centaines d'étudiants, vous pouvez donner les travaux aux étudiants. Il fait la correction, il donne une rétroaction. Vous voulez une rétroaction qualitative, il la donne également. Et puis, encore là, je reviens à votre question à vous, dans le domaine de la médecine. Si vous avez donné une base d'informations spécialisée, ben, il va donner une rétroaction fort intéressante.
Et si vous voulez aussi, il peut faire, c'est le dernier point, une analyse de votre groupe, même si vous avez 100, 200 ou 300 ou 20 personnes apprenantes. Il pourrait faire aussi le profil de chacune des personnes individuellement. L'année dernière, on m'avait invité dans le cadre de la ludification, puis c'est comme si j'avais deviné la thématique de cette année. Je m'étais permis de dire ceci. Moi, je parle d'intelligence artificielle générative, là, vous avez compris un peu dans le sens de... je ne sais pas comment dire en français, au secours Isabelle, mais des chatbots, quoi, ou des robots conversationnels. Puis ça produit des textes, ça produit des images. Je suis dans cette logique-là. J'avais dit ça l'année passée. Et déjà en 2018, le gouvernement du Québec avait dit que le numérique, mais ChatGPT n'était pas là en 2008, là, ça allait ouvrir de nouvelles avenues pour innover et offrir des occasions d'apprentissage convivial et interactif. Moi, je dis que maintenant, en 2025, on y est, on a ça dans les mains et on pourrait faire quelque chose de génial avec ça, si on voulait. Et il y a un rapport de la Commission européenne qui disait que grâce à ces technologies, où une de leurs forces, c'est de mettre l'apprenant ou l'apprenante au centre de l'intervention pédagogique et de faire en sorte qu'il y ait un engagement actif des étudiantes et des étudiants. Et puis, c'est vrai en France aussi, mais dans les universités québécoises, notamment, chaque université, même la faculté où Isabelle a son centre spécialisé en pédagogie des sciences de la santé, chaque université a son gros centre de pédagogie universitaire. Ici, c'est à l'Université de Montréal. Et récemment, il disait les systèmes d'IA, plus particulièrement les intelligences artificielles génératives, constituent des outils prometteurs pour l'enseignement et l'apprentissage dans toutes les disciplines, pourvu que, et ça va dans le sens de ce qui a été discuté ce matin ou présenté ce matin, pourvu qu'on envisage une utilisation pertinente, éthique et responsable qui vise à développer les capacités cognitives des humains plutôt qu'à les remplacer. Moi, je nage dans ces eaux-là. Je dirais que si j'ai dit tout à l'heure que je ne suis plus dans l'enseignement, je travaille comme consultant auprès des équipes, j'ai toujours en moi l'essence d'un psychologue et je suis particulièrement inquiet de tout ce qu'on peut faire maintenant avec les compagnons virtuels, avec les jumeaux numériques et avec tous ces IA qui offrent un coaching ou un accompagnement très personnalisé sur demande. Et je le suis encore davantage parce que dans l'est de l'île de Montréal, il y a un centre, il faudrait que tu le dises pour moi, un CISM, un centre intégré de santé et de services sociaux, et qui maintenant a développé ce public-là a développé une intelligence artificielle. Si vous pensez que vous avez des problèmes de santé mentale, vous allez d'abord là, vous ne téléphonez pas à quelqu'un, là. Vous allez sur le centre, et puis je crois qu'il s'appelle « Va voir si je vais bien ». Et puis, ça peut interagir avec vous durant un certain temps. Et quand je vois ça, je me dis, wow, ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Je dirais que ça reprend un peu la diapo que j'avais mis à la fin tout à l'heure. Je me disais, si j'ai le temps, on peut détailler chacun de ces éléments-là. Puis bon, je peux donner accès au montage, j'ai pas de problème. Si on est vers votre gauche, un des points très forts, je trouve, de l'IA maintenant, c'est le compagnonnage virtuel comme soutien à l'apprentissage. Et c'est pas du plagiat, là, c'est juste moi qui dis... l'année passée, pour une autre conférence, moi, j'avais dit à ChatGPT, je suis un étudiant en soins infirmiers, j'avais un stage en gériatrie, les personnes âgées m'effraient, ça me fait peur. Je sais pas comment on leur parle et tout. Puis, suggérez-moi des cas cliniques. Il m'en a suggéré 5 gradués et tout pour que je puisse faire l'accompagnement. Puis, là, je regardais ça comme psychologue, pas comme infirmier ou infirmière, mais je me disais, ça fait sens, quoi. Alors, et puis, la révision des connaissances si j'ai besoin, soutien à le problème majeur qu'on rencontre, ce dont on entend parler beaucoup, c'est
celui qui est en bas à gauche. Les gens qui demandent à peu importe l'IA, supposons ChatGPT, parce que c'est le plus connu, de rédiger un texte. Il le rédige correctement. Maintenant, ma dernière rencontre à l'Université de Sherbrooke, parce qu'en février, c'était le mois de la pédagogie universitaire, ben, il y avait un étudiant qui dit que lui, parce qu'il sait que son prof utilise un détecteur de plagiat, donc il demande à ChatGPT, ma prof me doute que est-ce que tu peux créer quelques erreurs pour qu'elle me laisse tranquille, quoi. Alors, donc, ce que je suis en train de raconter là, puis je vais finir ça, puis je vais raconter autre chose. Et puis, comme on est dans le domaine de la santé, le développement des compétences cliniques et, bon, le développement de la pensée critique, mais il y avait beaucoup d'autres choses à mettre dans ça si on voulait. Ce que j'avais en tête quand j'ai dit, je vais poursuivre, il y a un certain nombre d'études sociologiques qui sortent maintenant, c'est assez récent, quoi, et qui disent on est en train de perdre carrément le rapport de confiance entre la personne enseignante et la personne étudiante. Et la personne étudiante se dit, oh wow, si Madame Christine savait que j'ai fait générer mes idées par l'IA, que j'ai écrit mon texte, puis j'ai fait corriger les fautes par l'IA, peut-être qu'elle trouverait que je suis paresseux, que je suis moins intelligent que je pense et tout. Et c'est préoccupant, peut-être pas dans un centre comme le vôtre de simulation à la santé, mais dans des formations même secondaires ou collégiales pour nous, ou universitaires. C'est extrêmement préoccupant de dire maintenant les étudiantes ou les étudiants pourraient un peu comme essayer d'être le plus discret possible ou se méfier de tout ce qui est en train de se construire. Et si on croit à la pédagogie active, on est un peu mal barré. Alors, l'Université de Sherbrooke est une université que je trouve exceptionnelle. Le SSF, Service de soutien à la formation, a développé des balises d'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas dans la faculté où tu es, Isabelle, mais dans les autres facultés, l'université a dit aux profs, c'est pas le plaisir de mettre dans votre plan de cours ou dans votre syllabus ce que vous faites. Do it. Faites-le. Alors, dites aux étudiants, niveau 0, c'est tu ne touches pas à ça. Et si tu touches à ça, tu peux être accusé de plagiat. Niveau 4, mais je vais le développer, le vert, c'est tu peux tout faire avec ça. Il n'y a aucun problème. Mais tu vas devoir dévoiler comment tu le fais. Donc, juste les 3 premiers niveaux, le niveau 0, 1, 2, c'est un usage assez limité, alors que niveau 4 et 5, 3 et 4, c'est vraiment un usage très grand. Niveau 1, soit ce sont des corrections lexicales ou linguistiques, ou encore, je pourrais demander la génération de certaines idées. Je passe rapidement, je vais m'attarder plus sur les 3 autres. Ici, déjà, c'est une autorisation passablement contrôlée, mais déjà, l'étudiante ou l'étudiant pourrait demander d'obtenir à l'IA, d'obtenir de la rétroaction, analyser les contenus, évaluer la qualité de son travail et tout, et même demander de résoudre des problèmes. Puis je vais vous donner un exemple après. Niveau 3, ben là, c'est beaucoup plus accentué. Il y a des choses qui ne vous concernent pas parce que c'est pour l'ensemble d'une université, comme par exemple production de code informatique, mais bon, à l'université, il y a quand même génie informatique, il y a un département d'informatique. Ces gens-là, maintenant, ils passent pas des années à faire du code. L'IA fait du code pour eux. Donc, et ce qui m'intéresse, moi, je serais là si j'étais prof, mais je ne saurais pas trop comment faire. C'est-à-dire, c'est une utilisation illimitée. Vous faites ce que vous voulez avec ça, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Alors, je donne un exemple d'un prof qui est, bon, il n'est pas dans votre domaine, celui-là. C'est un prof en communication marketing. Lui, il est au niveau 4.
Il enseigne à 100 étudiants et étudiantes. Il dit aux étudiants, aux personnes étudiantes, quand elles arrivent, dans mon cours, là, c'est vous devez, c'est pas au cas où, là, vous devez. Et puis, il dit, bon, communication, marketing, donc il dit, vous demandez à ChatGPT de faire la pub pour un produit, disons, un parfum Dior. OK. Et puis après, vous demandez exactement la même chose à Gemini et il vous donne avec le même produit et tout. Il fait ça. Allez, vous prenez la réponse de Gemini, vous la retournez à ChatGPT, puis vous lui dites, ton ami m'a raconté à la même question que, et il y a des choses différentes. Et le travail de la personne étudiante, c'est de dire, moi, à partir de ces trois choses-là, voici ce que je propose, voici l'influence que j'ai reçue des IAG, et voici ce que je crée personnellement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Bon, on oublie l'aspect écolo, là. C'est extrêmement intéressant, sauf que ça ne peut pas s'appliquer dans tous les domaines. Alors, voici ce que j'ai dit initialement. Je me suis inscrit dans une formation, j'ai regardé sur le site, dans une formation aux gestes et soins d'urgence offerte par Simu Santé. Et la prochaine rencontre portera sur l'identification, j'ai tout copié là, d'une obstruction aiguë des voies aériennes et la réalisation de gestes adaptés. Je suis un bon étudiant. Dans le but que je sois bien préparé à cette rencontre, moi je vous vois, je suis un vieux monsieur. Je souhaiterais que vous dressiez une liste des obstructions aiguës possibles des voies aériennes et que, pour chacune, vous fassiez une brève description. Alors, bon, vous avez à gauche, je ne vais pas lire ça parce que, puis d'autant plus que moi, je suis vraiment comme un étudiant niveau zéro. Là. Je ne peux pas porter un jugement, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'il dit des choses. Mais ce que j'aime de Claude, beaucoup, Claude, il est ordonné. Il fait des tableaux. Il met ça en liste. Puis, Claude, il doute. Et à la fin, il va dire, il me demande si j'ai des questions encore et tout. Donc, voilà, il m'a présenté ça. Là. Il a dit qu'il y avait, l'édème, laryngie, épiglottie, tout ça. Ça va jusqu'à, je vais aller ici, jusqu'à angine de l'ODV. Puis, il m'a dit, bon, ce document, je lis là, résume les principales obstructions aiguës des voies aériennes que vous êtes susceptible d'étudier lors de votre formation. Il n'est pas si dogmatique. Pour chacune, j'ai inclus, voilà. Et c'est intéressant, l'autre paragraphe. Lors de votre formation, avec Simu Santé, vous apprendrez probablement les gestes spécifiques à chaque type d'obstruction. Alors, moi, je trouve que la force des IAG, c'est le dialogue. C'est un robot conversationnel. Alors, le prompt ou les requêtes, moi, je n'en reviens pas qu'on fasse des heures de formation sur les requêtes parce que, dialoguer avec, c'est comme... Alors, moi, j'ai dit, bon, OK, pour chacune des obstructions aiguës que vous avez identifiées, pouvez-vous décrire les signes cliniques que je devrais connaître pour effectuer une analyse valide du problème? Alors, là, il a recommencé, je vais remonter. Là, il a fait une description des signes cliniques. Et encore là, bon, comme je dis, moi, je suis incapable de porter un jugement. Sauf que moi, je le présente comme un étudiant engagé, actif et tout dans son apprentissage, là. Mais comme prof, je peux faire la même chose. Et comme prof, vous pourriez dire, bon, voici, je suis responsable d'enseigner cela. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples et tout? Selon l'information que l'autre a dans les mains, pour les voies aériennes, peut-être que 75% des informations qui sont vraies, 25 qui sont erronées, c'est pas grave, parce qu'il vous a sauvé beaucoup de temps. Puis, vous pouvez vraiment peaufiner très attentivement le 25%. Voilà. Donc, c'est un côté un peu jovialiste de l'IA. Ceci pour dire que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça.
Je serais toujours d'accord avec le fait que c'est un complément, c'est un allié, mais c'est pas juste à mon avis, c'est pas juste une orthèse. Et puis je croirais que c'est plus qu'une prothèse. Après, si quelqu'un me pose la question cognition froide, émotion chaude, ben là, je, je vais valser un peu, je fais un tango, tiens, en répondant à la question. Mais en même temps, euh, plus l'IA évolue, plus euh, l'émotion, ben, l'IA donne pas tellement d'émotions, mais l'IA comprend les émotions et est capable d'interpréter. C'est ce que moi je vois, en tout cas dans mes jumeaux numériques que j'exploite à gauche et à droite, ou que j'explore à gauche et à droite. Donc, je vais maintenant chez les personnes, parce que la question initiale, c'était qu'est-ce que ça change dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Je dirais, ça change beaucoup de choses chez les personnes enseignantes, si elles le veulent. Euh, le, le premier rectangle en haut ne concerne que très peu de personnes ici, enfin, à moins que vous soyez des enseignants-chercheurs, mais je pense pas. Oui, il y en a. Je Dans une présentation que j'avais faite dans le cadre de la CIFEM il n'y a pas longtemps, j'avais demandé c'était à Jiminy cette fois-là, j'avais dit, je suis un nouveau prof en optométrie ou en ophtalmologie. Mon doyen voudrait que je fasse de la recherche et tout, puis il voudrait que je fasse de la recherche sur le débriefage, je l'ai pas, débriefing, et puis je connais pas ça. Alors, je suis allé sur Perplexité, il faut l'écrire en anglais, le TY. J'ai demandé de me faire une recension d'écrit, une problématique, un protocole de recherche. Il m'a tout fait ça, là. Bien évidemment, il y avait des erreurs dans ça. Il y avait quelques erreurs, mais je me disais, wow! Alors, ma plus grande surprise, et ça, c'est dans ma vie réelle, là, je travaille avec une équipe de recherche. On avait fait 168 questionnaires, un questionnaire à 168 personnes, voilà. Dans le questionnaire, il y avait 12 questions, 1, 2, 3, 4, 5. Puis il y en avait 3 questions ouvertes. Et la collègue qui est chef de ça, avec laquelle je travaille, est informaticienne. Eh bien, elle a tout fait corriger ça par l'IA. Puis elle a fait faire les graphiques et tout, mais ça a pris quelques minutes. Puis après, elle a fait faire une analyse qualitative de ça. Là, disons, ça dérapait un peu. Puis je me suis dit, bon. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça fait beaucoup de choses dans l'écriture, non seulement chez les étudiants ou les étudiantes, là, ça en fait chez les profs, chez les chercheurs et tout. Mais je vais regarder plutôt les autres éléments qui vont reprendre une des fiches que j'avais, qui est ça peut créer des situations d'apprentissage pour vous. J'avais dit que ça peut créer un cours complet si vous voulez. Surtout, si vous avez un certain nombre de personnes étudiantes qui ont des difficultés, puis vous pouvez cerner ces difficultés-là, ben, demandez-lui de générer de nouvelles situations d'apprentissage et d'évaluation, de sorte que ces personnes-là puissent faire un entraînement que vous ne pourriez pas offrir autrement, mais qui pourrait être offert par l'IA. Et puis, bon, je reviens souvent sur l'évaluation. J'ai l'impression qu'en France, on est aussi obsessionnel sur l'évaluation des apprentissages qu'au Québec ou qu'en Amérique du Nord, quoi. Et qu'on en fait souvent. Et ben, si vous voulez varier vos évaluations, vous pouvez demander des suggestions comme moi j'ai fait pour une formation, même me pratiquer pour les voies aériennes obstruées, puis bon, dans la correction pour les étudiantes ou les étudiants. Alors, on peut avoir des doutes. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur-là. Il écrit des choses, c'est extrêmement catégorique. Mais disons que quand je lis l'extrait qui est là, je me dis, ah wow, ça c'est un coup de poing sur la gueule. Hein. C'est vraiment. Alors, nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. Voilà le dilemme que nous devons affronter. En même temps que l'IA s'humanise, bon, on voit bien à travers les exemples,
avec une apparence, des avatars, des voix, des intonations, des expressions humanisées, nous nous mécanisons. Et en fait, ça, personnellement, ça me fait énormément réfléchir, parce que je me dis, c'est vrai que dans l'expression des émotions, on a l'air à l'étape paléolithique. Parfois, là, peut-être que les émotions chaudes vont revenir tout à l'heure. Et puis, une petite phrase de ce monsieur, la formation est moins un décor dans lequel on place l'apprenant et plus un milieu qu'il est amené à co-construire. Et je vais terminer ça avec, vous savez, le vieux monsieur Chomsky, là, celui qui a parlé de la grammaire et tout, il existe toujours, ce monsieur-là. Et depuis 10 ans, il s'intéresse plus du tout à la grammaire, à tout ce qui est linguistique. C'est un homme hyper engagé sur le plan politique. Je ne sais pas comment il fait avec le nouveau président aux États-Unis, mais disons, il est dans la marge gauche, lui. Et par rapport à plein de choses. Alors, je pense que je vais faire 2 citations de lui. C'est quelque chose qu'il a dit en 2023. J'aimerais beaucoup l'entendre maintenant. Mais, étant donné la thématique qui nous réunit ici, l'esprit humain n'est pas comme ChatGPT. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, là. Et c'est semblable. Une machine statistique, souvenez-vous de ce qu'Émilie a raconté, n'est pas comme ChatGPT, c'est semblable. Une machine statistique est avide de centaines de téraoctets de données pour obtenir la réponse la plus plausible à une conversation ou la plus susceptible à une question scientifique. Disons que Chomsky à l'époque en avait un peu marre. Je l'ai entendu l'année dernière. Il n'avait pas vraiment changé d'idée. Et l'année dernière, il avait repris la dernière phrase, qui sera la dernière de mon intervention. Arrêtons de l'appeler intelligence artificielle alors et appelons-la pour ce qu'elle est, en fait, logiciel de plagiat, parce que ça ne crée rien, mais copie les œuvres existantes d'artistes existants, les modifie suffisamment pour échapper aux lois et aux droits d'auteur. Merci beaucoup et désolé de tous ces problèmes. Merci.